Bienvenue dans Racine Franco, l'émission qui explore les multiples facettes de la francophonie ontarienne contemporaine. Chaque lundi et vendredi à 8h, plongez dans l'histoire, la diversité et les témoignages inspirants qui font vibrer notre communauté. Ensemble, célébrons nos racines sur Choc FM 105.1. Ce projet est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Racine Franco. Racine Franco, c'est cette nouvelle émission radio et vidéo hebdomadaire qui vise notamment à mieux faire connaître et à partager les différentes composantes culturelles de la francophonie ontarienne actuelle. En vrai, plus simplement, je vais aller à la rencontre de différentes personnalités de notre belle communauté francophone ici à Toronto. Et puis ensemble, on va parler de leur région, de leur pays d'origine, de leur culture qui leur sont propres et aussi de comment on arrive à vivre sa francophonie en étant ici à Toronto. Ici, c'est donc Nathalie Salmeron et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Duvalier. Mon gamme, comment ça va, Duvalier? Je vais bien, merci. Et toi, comment tu vas? Écoute, ça va super. Je place aussi le fait que ce projet il est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Aujourd'hui, on va s'intéresser au Cameroun. Est-ce que tu peux te présenter, Duvalier, en quelques mots pour les auditeurs qui ne te connaissent peut-être pas encore? Et oui, c'est possible. Disons que mon nom est Duvalier Moncam, né dans les années 80 au Cameroun, dans la partie septentrionale, parce que je suis né dans la partie septentrionale du Cameroun, notamment au nord du Cameroun, mais je suis originaire de l'ouest du Cameroun et j'ai grandi dans le littoral et dans le centre du Cameroun. Et je suis au Canada depuis bientôt plus de 9 ans déjà, j'avoisine la 10e année et je suis à la base journaliste de formation depuis près d'une quinzaine d'années déjà. Et en plein cœur Toronto, j'exerce comme animateur et en même temps, je travaille pour une organisation dans le cadre de l'accompagnement des nouveaux arrivants au Canada. On peut la nommer, cette organisation, parce qu'on la connaît bien ici. Bon, le Stade francophone du Grand Toronto. Voilà. Donc du coup, toi, tu viens du Cameroun, comme on a dit. Est-ce que justement, tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que tu as ramené de ta culture camerounaise avec toi? Parce que forcément, quand on vient d'un pays étranger au Canada, on ramène toujours un petit peu de son histoire, que ce soit de la nourriture, que ce soit de l'ambiance, que ce soit, je sais pas, des valeurs XY. Qu'est-ce que ce serait, selon toi, Duvalier, les choses que tu as ramenées avec toi ici? Mais disons que déjà, le Canada, qui est un pays ouvert aux autres cultures, le Canada est un pays qui a développé une politique qui permet l'inclusion de partout. Ça fait qu'on se sent fier de ramener beaucoup de belles choses de nos différents pays. Moi, personnellement, quand je suis arrivé, c'est vrai que je suis arrivé, on ne voyageait pas avec, je ne sais pas, voyager avec beaucoup d'aliments et tout, mais j'ai voyagé avec nos valeurs et nos cultures, nos traditions, notre style et surtout notre côté vrai. Parce que depuis que je suis arrivé au Canada, et je me bats pour ça en fait, c'est de permettre à ce que les nouvelles personnes qui arrivent comprennent à quel point nous, dans le passé, on s'est battu, on se bat toujours pour que nous soyons respectés pour qui nous sommes. Et pour cela, nous devons inculquer des valeurs honnêtes, sincères et vraies pour qu'on puisse être respecté à notre juste valeur. Donc, j'ai ramené beaucoup plus de valeurs, j'ai ramené les cultures, j'ai ramené les traditions, j'ai ramené notre manière de faire, de voir les choses, de vivre les choses dans un autre contexte, qui est le contexte canadien. Et justement, de quoi tu es le plus nostalgique? Parce que forcément, toi, ça fait déjà un petit bout, on en a parlé hors antenne avant de préparer cette émission, ça fait 9 ans que tu es là, donc ça fait quand même un petit bout de temps. Mais est-ce qu'il y a encore des trucs dont tu es nostalgique, et si oui, ce serait quoi, Duvalier? Ben moi, personnellement, s'il y a une chose la seule chose dont je suis vraiment nostalgique, c'est la musique. Ah, c'est marrant, c'est la première fois qu'on me la sort, celle-là. Non, mais parce qu'en vrai, dans Racine Franco, j'ai une trame de questions et je la pose à tout le monde. Oui. Et en général, cette question, souvent, de quoi tu es le plus nostalgique, c'est la nourriture, qui vient en top 1. Et après, en top 2, j'ai pas mal la famille et la chaleur du pays d'origine. C'est un peu le côté accueillant, le côté... Parce que c'est vrai qu'au Canada, des fois, on a cette tendance à dire, les gens sont super gentils, super accueillants, mais il y a ce côté un peu difficile de franchir le cap entre c'est cool, je viens de rencontrer quelqu'un et waouh, je viens de me faire un nouvel ami. Tu vois, il y a ce truc un peu différent. Et du coup, la musique, c'est la première fois par contre. Ouais. Ben oui, c'est parce que, en fait, pourquoi la musique? C'est parce que quand je suis arrivé, par exemple, je prends un cas quand je suis arrivé il y a 9 ans, on avait de la difficulté, par exemple, si vous m'aviez posé la question il y a 9 ans, je vous aurais peut-être dit les mets d'origine camerounaise devaient faire partie des priorités qui m'ont manqué, personnellement. Mais le temps passe, des années s'écoulent, les situations changent, les contextes changent, les générations changent, et surtout,
l'économie même change. Il y a par exemple, pour manger un mets originaire du Cameroun, il fallait avoir la chance d'avoir un restaurant qui faisait ces mets-là, ou une personne qui avait ramené ces mets d'Afrique et du Cameroun pour les cuisiner afin que tu puisses les goûter. Mais aujourd'hui, on a des supermarchés qui ont des produits du Cameroun. Ça veut dire qu'on a des personnes qui ont conçu leur base de développement entrepreneurial sur l'import-export des produits propres au Cameroun. Ça veut dire aujourd'hui, si quelqu'un vous dit « je suis en manque de nourriture camerounaise », soit la personne, entre guillemets, ne connaît pas encore l'existence. Ce qui est possible, hein, parce qu'il y a plein de gens des fois qui me disent... Il y a des gens qui vivent en plein cœur de Toronto, mais qui ne connaissent même pas qu'il y a un store, par exemple, à Scarborough, qui vend typiquement des aliments qui ont voyagé. Pas des aliments qu'on a pris ailleurs, mais qui existent au Cameroun. Non, des aliments qui ont voyagé, qui ont été cultivés au Cameroun, qui ont été fabriqués au Cameroun, produits au Cameroun, et qui sont transportés pour être vendus. Ça, c'est cool de le dire, parce que la plupart des gens qui vont émigrer, qui arrivent au centre-ville de Toronto et qui n'ont pas forcément la capacité de se déplacer hors du centre-ville, oui. Ils vont pas forcément le savoir. Donc c'est bien justement d'allumer un peu la lanterne de tout le monde, parce que quand on n'a ni moyen de transport, où on connaît bien comment ça se passe, où est-ce que c'est situé, et qu'on n'a pas de véhicule, des fois on se sent un petit peu dans sa coquille, on se sent un peu à l'étroit, quoi. Mais ça arrive à tout le monde, c'est pas seulement au Cameroun, c'est à beaucoup de personnes qui immigrent, parce que quand des personnes immigrent, parfois elles se créent un univers, elles restent dans leur bulle, et ne cherchent pas à s'ouvrir ou à découvrir. Et ça vient de beaucoup de facteurs. Peut-être on n'est pas là pour en débattre dessus, parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Il y a des stigmas, il y a beaucoup. Je vais prendre banalement une histoire simple comme ça. Vous allez voir quelqu'un qui vient d'un pays africain. Lui, là-bas, il est par exemple le fils ou la fille d'un haut dignitaire de ce pays. Lorsque cette personne immigre au Canada ou à Toronto, elle ne va pas côtoyer tout le monde. Elle va se dire, je suis le fils de X. Par conséquent, j'ai le devoir d'être le plus discret possible. Et par conséquent, ne pas côtoyer le peuple, la communauté dans sa globalité. Je peux côtoyer les étrangers, ils ne me connaissent pas, ils ne connaissent pas qui je suis. Ouais, mais au sein de la communauté, la communauté, on saura qui je suis par rapport à mes affinités. Et cette personne va se rétracter et se dire, mieux je mange des nourritures faites ailleurs toute ma vie. Parce que si je veux manger ce que j'ai mangé, quand je vais aller dans ces endroits, je cours le risque d'être reconnu, d'être abordé, d'être indexé et même d'être interpellé pour des situations que peut-être mes parents ont gérées, des choses faites par mes parents, mes aïeux, je ne sais pas trop quoi. Il y a autant de choses et on ne va pas les en vouloir parce que ces personnes sont responsables de rien dans ce cas-là. Elles ne cherchent que leur sécurité et leur bien-être. Il y a des gens qui arrivent ici en tant qu'étudiants, des familles bourgeoises, qui arrivent, pas parce que votre père est ici, ça, parfois bourgeois, ils ont le luxe de vivre dans les grands centres urbains et se disent on se limite là. Quand je vais manger quelque chose, je descends, je regarde le resto le plus chic en dessous de mon immeuble et je me fais un repas. Ça, pour moi, ça suffit. Mes amis, je les côtoie à l'école, je les côtoie à mon lieu de service, je les côtoie dans mon espace qui n'a rien à voir avec l'aspect communautaire. Mais maintenant, ceux qui, à un moment, découvrent la nostalgie, souhaitent avoir la sensation du pays, vont commencer à se renseigner. Forcément, ils vont commencer à chercher est-ce qu'il y a une communauté camerounaise, est-ce qu'il y a une communauté malienne, est-ce qu'il y a une communauté de tel pays. Et maintenant, pendant les renseignements, on va leur dire, ben oui, il y a vos frères, il y a... Parfois, c'est même au boulot quand vous arrivez, on vous dit, vous êtes originaire, je suis camerounais. Ah ben oui, on connaît des Camerounais, on connaît. Et ça crée parfois un moment d'échange et de rencontre. Donc, je pense que hier, je pense qu'hier, on pouvait dire, et c'est pas seulement pour le Cameroun, beaucoup de pays vivent la même chose. Hier, on pouvait penser qu'on ne mange pas forcément ce que nous voulons de chez nous. Mais aujourd'hui, que ce soit du Maroc, de l'Algérie, on a des restaurants, des boutiques qui vendent des produits en provenance de ces pays. C'est déjà une avancée. Maintenant, pour moi, pourquoi j'ai choisi la musique, c'est parce que quand vous avez eu l'habitude, comme moi, j'ai eu l'habitude de rester d'être en radio et j'écoutais tellement de musique de chez nous que j'ai commencé à développer une attitude. Ça veut dire quoi? Moi, personnellement, quand je vais chez moi, le dimanche, en principe, le dimanche pour moi, c'est une journée retro. Mon cerveau, il est façonné comme ça. Quand je vais chez moi, je ne mets pas autre chose que de la retro. Je mets des anciennes chansons. Je sens comme une bouffée d'air, une liberté d'esprit. La journée de repos, quoi. Oui, un repos rétro. J'ai le cœur qui est léger quand j'écoute du retro le dimanche. Je peux avoir du retro le lundi, ça ne va pas avoir le même impact. Mais le dimanche, parce que dans ma culture d'avant, le dimanche était vétéran. On avait le dimanche des vétérans, qui était la journée pour les véritables
nous les sportifs, on finissait de jouer, il fallait qu'on prenne un repas avec des amis, parfois un repas qui partait de 16h au lendemain matin ou très tard dans la nuit. Donc, ce sont les petits contextes comme ça qui m'ont poussé à me rendre passionné de la musique. Et quand je ne peux plus, je peux le faire, je peux l'écouter, je l'écoute. Mais ce n'est plus avec la même sensation. Parce que souvent, quand vous allez dans un bistrot où on vous joue du retro, ce ne sera pas le même. C'est pas la même chose. Ce ne sera pas même la même saveur. C'est pas la même chose. C'est Okay. pas la même chose. Donc, pour moi, c'est ce qui me manque en fait. Peut-être je vais dire la musique, mais je vais dire la musique dans un contexte bien particulier. Et justement, tu parlais de la communauté camerounaise. Elle est comment la communauté ici? Est-ce qu'elle est bien répartie à un endroit ou est-ce qu'elle est un petit peu dispersée à droite à gauche? Est-ce que vous avez des endroits où vous vous retrouvez entre vous ou c'est un peu difficile de connecter avec justement? Je dirais que j'ai envie de croire que cette année, cet été, peut nous situer clairement. Je m'explique. Il y a 9 ans, quand je suis arrivé, par exemple, beaucoup d'immigrants camerounais étaient concentrés dans le Grand Toronto. Et au-delà du Grand Toronto, dans Toronto. Moi, je vivais en plein cœur de Toronto. Beaucoup de gens vivaient à Toronto. Avec le temps, beaucoup ont décidé d'acheter des maisons, de faire venir des familles, de décider de changer automatiquement de ville, soit... Oui, puis aussi des fois le fait qu'on arrive entre guillemets jeune et qu'on ait envie d'être au cœur du mouvement et puis après, comme tu dis, on va fonder sa famille, on va juste se mettre en couple, ou c'est bon, l'heure d'être au milieu de la foule et de tout ce qui se passe, c'est passé et on a envie d'un peu plus de calme et d'être entre guillemets en banlieue, ça arrive aussi. Et puis il faut aussi dire que le prix de l'immobilier a vachement augmenté et que si on veut avoir les moyens d'acheter quelque chose de correct, il faut s'excentrer un petit peu. C'est tout ce mélange qui a fait en sorte qu'on n'arrive plus à cerner clairement comment est-ce qu'on va situer la communauté. Mais une chose est sûre, bien qu'étant élargi sur le territoire à cause de plusieurs facteurs, logement, famille, relations, travail peu importe, et pandémie, parce que la pandémie a facilité beaucoup de choses. Des gens qui vivaient au centre qui croyaient que tout s'arrêtait là, mais après ils ont dit, attends, si je paye 3 000 $ pour un 2 chambres en plein centre-ville, alors que si j'achète une maison après Beaumontville là-bas, je paierai les 3 000 similaires pour mettre dans ma maison. Dans ma maison et quand on te fait une belle éducation financière, tu comprends qu'en fait, ce que tu payes ici, tu aides quelqu'un à payer son mortgage, alors que là, tu payes ton propre mortgage, c'est ton argent que tu stockes, une partie est certes dans les taxes, si ça, mais une partie est gardée pour toi. Le jour où tu dis, je ne veux plus, tu vends, tu récupères. Donc, ça veut dire que tu es une banque que tu as et tout ça. Ça fait que beaucoup de gens sont lancés dans ça et beaucoup ont peut-être compris que c'est dans ce contexte-là. Donc, maintenant, je disais que je faisais le rapprochement avec cet été. Pourquoi? Parce que on sait qu'après la pandémie, on n'a pas véritablement eu un retour clair. C'est-à-dire, c'est maintenant qu'on est en train de vivre maintenant une sensation d'un été vraiment sans stress, sans restriction quelconque. Jusqu'à l'année dernière, on avait encore des petites craintes, on nous disait, on risque encore fermé, on risque. Ça fait que tout le monde n'était pas encore là. Même des personnes âgées commençaient à paniquer, encore que bon, on vient à peine de sortir de là, je peux encore être susceptible, Mais maintenant, on est dans une logique où tout est clairement passé, on est à autre chose. Maintenant, cet été, on va pouvoir, avec les actions, les événements qu'on va mettre sur pied, voir si on a tout le monde, s'il y a encore, parce que n'oublions pas que tout se fait de manière complémentaire. Pendant que des gens déménagent, d'autres arrivent. Pendant que c'est des personnes qui étaient jeunes hier, qui vivaient à 100 à l'heure hier avec la jeunesse, sont épuisés, il y a une autre vague qui arrive. Ah bah oui, forcément. Ces jeunes-là vont peut-être prendre la relève. Et nous, on espère voir ces jeunes-là, parce que parfois, ce sont les tournois de football qui nous réunissent, les célébrations des festivals avec des communautés particulières, villageoises ou sportives. Ça nous regroupe durant les étés. Peut-être c'est là qu'on cette année, on va se dire, bon, peut-être tous les nouveaux arrivants qu'on a eu durant les années passées, on va les voir physiquement, mais on est en contact avec eux par voie téléphonique, parce que ça, au moins, la communauté camerounaise, elle est dynamique et solide dans cette base-là. On a des bases de données qui nous permettent d'être joignables tous facilement via des plateformes. Comment ça s'est passé, Duvalier, ton intégration, toi, ici en Ontario, il y a 9 ans maintenant? Est-ce que... comment ça s'est passé et quels ont été tes principaux défis et comment tu t'es battu? Parce que quand on a des défis, il faut toujours se battre pour s'en sortir. Comment tu t'es battu pour justement faciliter tout ça? Mon intégration.
Il faut dire, beaucoup de gens ne comprendront peut-être pas, mais bon, c'est la réalité. Quand je suis arrivé au Canada, il y a 9 ans, j'ai exercé pendant plusieurs années au Cameroun dans plusieurs grands médias. Mais si je vous dis que, en tant qu'homme de médias, c'est pas moi, hein, parce que beaucoup d'hommes de médias ne vont pas me dire le contraire au Cameroun ou en Afrique. Il y a des hommes de médias qui ne peuvent pas dire 2 mots en anglais. Ça veut dire qu'ils travaillent en français purement et ils ne veulent même pas chercher à connaître en dehors de good morning, how are you, what's your name. Ils ne veulent pas savoir autre chose. Pourtant, ils peuvent se cultiver. J'en faisais partie. Ça veut dire que quand je suis arrivé, je n'avais pas de connaissance d'anglais. 0-0, une base classique 0-0. 0-0, ok. 0-0. Ça veut dire, on pouvait me tromper. On m'a même trompé en anglais. Parce que moi, je me rappelle, j'ai pris ma première assurance automobile sans savoir qu'est-ce que je prenais. Parce que la différence entre mon assurance, un côté, mon assurance full de couverture générale, devait être de 30 ou 50 $, 30 ou 50 $. La différence sur l'année. Je ne sais pas, c'était 100 $ de différence sur l'année, qui revenait à peut-être 10 $ par mois de différence. Parce que je ne comprenais pas clairement qu'est-ce qu'on disait. Puis il n'y avait personne pour t'aiguiller aussi. Tout ce que je savais, c'est que je prends le plus moins cher. Je ne veux pas savoir tout ce qu'on explique, full coverage, one side, je ne comprenais pas cette différence-là. J'ai dit, je prends le moins cher. Jusqu'au jour où je fais un accident avec ma première voiture. C'est quand je détruis carrément ma voiture que j'appelle, on me dit, ah, oh, bon, vous avez, oh, désolé, on est sorry, vraiment, qu'est-ce que la voiture en face a? J'ai dit, mais non, juste le pare-choc et tout. Ah, ok, oh, désolé pour vous, mais nous, c'est la voiture qui nous intéresse. On va s'occuper de celle en face de vous, pas de vous. J'ai dit, mais c'est quoi l'histoire? Il me dit, non, vous avez pris une couverture un côté. Donc, on s'occupe de celui en face de vous que vous avez percuté. Celui qui a reçu le dommage et pas toi qui est endommagé. Et pas toi qui est endommagé. C'est-à-dire que lui, tu l'as percuté. Ça veut dire qu'il est la personne opposée à toi. Qui t'est percuté ou qui tu l'as percuté, c'est lui qu'on prend en charge, pas toi. Et là, j'ai dit, ah, dès qu'on m'explique après, quand je cherche à parler avec un consultant français pour mieux cerner, il me dit, oui, on vous avait fait la proposition, c'est mentionné dans les dossiers, quand vous avez proposé tel à tel prix, tel à tel prix, vous avez choisi tel. Et donc, pour 10 $ le mois, je me suis fait détruire toute ma voiture, je n'ai pas pu récupérer $1. On me dit, ouais, on n'y peut rien, c'est la loi, c'est le principe. Ouais, ça. En gros, tu t'es trompé et c'est ta faute. C'est ta faute. Et ce sont des exemples comme ça en anglais. J'ai eu beaucoup d'histoires. Tu vois, je suis arrivé au Canada. Aujourd'hui, quand je parle avec les nouveaux arrivants, je les cerne et je les comprends beaucoup parce que je suis passé par beaucoup d'étapes. Moi, j'ai fait les shelters. J'ai été au shelter. Vous imaginez que vous dormez dans un centre d'accueil avec des personnes malades. Vous n'arrivez pas à trouver le sommeil. Vous vous réveillez pendant toute une nuit, quelqu'un tousse. Et encore, si elle tousse, ça va, elle peut hurler. Je parle de... Quand je dis tousser, c'est pas... Non. Ouais. C'est des tout vraiment du genre... tu as l'impression qu'elle va ressortir quelque chose, mais elle sort... Ouais, elle sort pas, ça ne t'intéresse pas, mais tu ne peux pas dormir du tout. Tu es dégoûté, tu as des nausées. En fait, mais tu dois rester là. Oui, parce que tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Tu dois rester dans des endroits où on te dit un couvre-feu à 18 h, vous devez être tous. Vous imaginez, ce n'est pas la prison, mais c'est un centre d'accueil. On vous dit 18 h, tout le monde est là. Parce qu'on vous sert à manger à 18 h 30. Après ça, on ferme les portes. Vous devez être à l'intérieur. Plus de sortir après 18 h. Ça existe, ça a existé. Je ne sais pas si c'est encore comme ça dans les shelters. Bon, c'est vrai qu'il y a des shelters, que j'ai connus même après, où il y avait déjà des libertés de dormir 2 par chambre, 3 par chambre, et cuisiner vous-même à la maison. Mais il y a des shelters où j'ai été, où on dormait à 18 h, on faisait couvre-feu, on fermait les portes, vous deviez être à l'intérieur. Si vous êtes à l'extérieur, vous passez la nuit. Et quand vous passez la nuit à l'extérieur, on vous fait un rapport. C'est comme si vous étiez absent. Absent. Donc, ouais. On mentionne que vous étiez absent et tout. Ça entre dans votre rapport au shelter. Mais c'est peut-être, aujourd'hui, il n'y a plus cette rigueur-là. Je ne vois pas, je ne ressens pas cette rigueur. Peut-être sauf si les nouveaux immigrants qui vivent dans les shelters peuvent nous en peut-être plus. Mais je ne ressens plus cette rigueur-là. C'était hyper rigoureux à l'époque. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc pour moi, mon intégration s'est faite avec beaucoup de difficultés dans le plan linguistique, même si j'avais choisi l'Ontario par rapport à ce challenge. Et honnêtement, peut-être, entre guillemets, c'était peut-être pas directement par rapport à cela, parce que je n'avais pas le choix, parce que je connaissais personne au Canada, que ce soit à Montréal ou ailleurs. Je connaissais personne. La seule personne que je connaissais, c'était être à Toronto. Donc, j'étais contraint de dire, ok, je vais me battre, je n'ai pas le choix, parce que si je vais à Montréal où je ne connais même pas une personne que j'ai à Toronto, ça serait catastrophique. Donc, mieux je vais où je connais au moins une personne qui va
m'ouvrir une porte et tout. Donc, ça rassure d'avoir une main tendue oui, aussi. au moins ça a été vraiment important et je lui dis toujours merci. Il est considéré comme mon papa au Canada, donc c'est un grand frère pour qui j'ai beaucoup de respect. Peter Nané, à qui je dis bonsoir en passant. Mais tu parlais du shelter là quand tu es arrivé. Est-ce qu'il y a d'autres programmes ou organismes que tu as démarchés en arrivant? Est-ce qu'il y a 9 ans ça existait? Est-ce qu'ils étaient aussi faciles d'accès? Toi-même tu travailles maintenant pour le centre francophone du Grand Toronto. Il y a des points partout, que ce soit à l'aéroport, que ce soit au centre-ville. C'est partout dans la région du Grand Toronto. Il y a vraiment de l'aide. Encore faut-il être conscient que ça existe, certes. Mais est-ce que toi, quand tu es arrivé, donc il y a 9 ans, forcément, c'était peut-être différent. Peut-être que les services en français, ils n'étaient pas aussi partout que maintenant. Comment ça s'est passé justement? Et est-ce que tu as fait appel à ces organismes? Ou alors, vu comme tu dis que tu connaissais qu'une personne, tu n'avais pas 5000 mains tendues pour t'aider, justement, au final, tu t'es pas rendu compte de ce qui était l'offre autour de toi? Bon. Comment ça se passe, mon intégration, pour être tout à fait sincère? Quand j'arrive au Canada, c'était exactement en 2015. Déjà que j'arrive, il y avait... je ne connaissais pas parler l'anglais. Je suis au shelter. Et tu es venu tout seul? Je suis venu tout seul. Ouais. Quand j'arrive au shelter, il y a un ami tellement... c'était, comme je dis, nauséabond où on était. Cet ami, il était érythréen. Il est érythréen. Il me dit... Il s'est renseigné. On lui a dit qu'il pouvait appeler la Croix-Rouge. Il n'avait pas de téléphone. Moi, j'en avais. Mais il avait l'idée... Et toi le téléphone? La Croix-Rouge et moi le téléphone. Ok. Je lui dis, si je te donne mon téléphone pour appeler la Croix-Rouge, à une condition, tu demandes pour nous deux. Il dit, il n'y a pas de souci. Il prend mon téléphone, il demande. On dit, ok, on a compris, on va vous rappeler en parlant. C'est sur mon téléphone qu'on rappelle. Je lui dis, voilà, on a rappelé, on doit donner une autre option d'un autre shelter, parce que là où on disait que c'était catastrophique, on nous a dit, ok, on vous donne un autre shelter. C'est là où on parle de ce shelter pour un autre shelter où on avait la possibilité de dormir et de cuisiner, de sortir comme on voulait. Oui, puis d'être dans des conditions un petit peu, ouais, voilà, un peu plus adéquates, un peu plus agréables, parce que quand tu arrives dans un nouveau pays, tu es déjà un peu déraciné. Si en plus l'accueil, entre guillemets, il est fermé parce que c'est pas très accueillant, ça devient compliqué. Ça ne marre pas du meilleur pied, quoi. Quand je le fais, comment j'intègre toute la francophonie? J'ai été bénévole au Centre francophone en 2015. Vous imaginez ça? Ça veut dire que quand je suis arrivé, je me suis renseigné sur les services en français, on m'a indiqué au Centre francophone. Je me suis inscrit au Centre francophone comme bénévole en 2015. En 2015, je suis arrivé à la radio Choc FM en 2015. Je ne peux pas oublier, à ce moment, c'est Nicolas Haddad qui était encore chef de la programmation. Je suis arrivé ici, j'ai rencontré Nicolas, on a discuté, je lui ai dit voilà, je viens du Cameroun et tout, je faisais l'émission et tout. Il m'a dit, bon, tu sais parler à la radio? Il m'a dit, ouais, c'est toute ma vie, je l'ai fait. Il m'a dit, ah bon, ok, bon, ce qu'on va faire, allons à l'antenne et je vais voir quelque chose. On arrive et je prends la parole, on discute, il m'a dit, tu commences la semaine prochaine. Je dis, mais Nicolas, je ne peux pas encore. Il m'a dit, tu commences la semaine prochaine. Tu as du talent, tu as tout. Il n'y a rien qu'on puisse encore t'apprendre, tu as tout. Tu commences la semaine prochaine. Je dis, oh, bah, attends, après, on était assis, on discutait là, à l'extérieur. Il me dit, tu penses que tu veux faire quelle émission? Après, on discutait comme ça, il me dit, tu sais, ici au Canada, chaque origine est prise en compte. N'aie pas peur de parler de tes origines, n'aie pas peur de parler d'où tu viens. Ne te dis pas que le fait de parler d'Africain va te faire paraître pour quelqu'un qui est fermé à sa culture. Non, sens-toi libre parce que ce pays est un pays de mélange de toutes les cultures. Il me dit, tu veux parler de quoi? J'ai dit, je ne sais même pas de quoi. Il me dit, mais tu peux faire une émission ici, l'Afrique bougeait. C'est Nicolas Haddad qui choisit cette émission, ce nom-là. Ah, c'est depuis ce nom-là, c'est lui, c'est Nicolas Haddad qu'on salue, qui est maintenant chez Radio-Canada, effectivement. C'est Nicolas Haddad qui a choisi ce nom que j'ai adopté jusqu'à aujourd'hui. Et pourquoi la colombe du micro, au fait? La colombe du micro, c'est depuis le Cameroun, parce que j'étais tellement apprécié par certains amis. Il y a un ami personnel à moi qui est le parrain de baptême de mon fils. Et il est animateur télé, radio. À l'époque, il était radio-télé. Moi, quand j'étais dans la presse, lui, il était en radio, moi, j'étais en radio, en télé. Ensuite, j'ai sollicité travailler avec lui. Parce que quand j'ai monté mon projet télé au Cameroun, j'ai monté une télé au Cameroun, je l'ai apprécié, je me suis renseigné, on m'a dit, voilà, je suis allé vers lui, j'ai dit, bon, frérot, j'apprécie ton expertise, ton talent, mais je n'ai pas les moyens.
mais j'ai mon petit esprit qui est là, j'ai mon esprit, j'ai mon petit local, et je veux qu'on essaie de faire des choses ensemble. Il m'a dit, ouais, je suis prêt, je suis en radio, mais je vais donner mon expertise pour ta télé, tout. Donc, c'est comme ça, pendant qu'on bosse, il me dit, mais tu as un talent, on te voit, on peut pas voir à travers toi beaucoup de belles choses dans ta voix, dans ton style, dans ta simplicité, ton côté comique, ton style. Tu es vraiment une colombe. Vraiment, tu dois t'appeler la colombe du micro. Parce que le micro et toi, il n'y a pas. Tu es une colombe du micro. Tu dois t'appeler la colombe du micro. C'est pour ça que c'est resté. Comme ça, que chaque fois, il m'appelait la colombe du micro. La colombe du micro, c'est resté la colombe du micro jusqu'à aujourd'hui. C'est quoi, selon toi, justement, les défis auxquels les francophones ils sont confrontés en général? Parce qu'on a parlé de toi, donc on a parlé du logement, parce que quand tu arrives et que tu es en shelter, c'est compliqué, on va pas se le cacher. La langue, tu arrives à Toronto, si tu n'es pas capable d'aligner 2 mots en anglais, ça va vite être compliqué. Même si dans le conscient de tout le monde, on se dit « Ah, le Canada, c'est un cousin francophone, forcément, il parle les 2 langues, donc ça veut dire que n'importe qui va être capable de parler avec moi en français. » Faux. Faux. Surtout si vous arrivez à Toronto, c'est sûr que ça va pas se passer comme ça. Mais du coup, selon toi, Duvalier, tu dirais quoi en ce qui concerne les défis les plus fréquemment rencontrés par ces nouveaux arrivants francophones? Bon, je voulais d'abord faire un rapide big up à Thierry Carole pour le nom de la colombe, parce que j'ai oublié de lui dire qui c'était. C'est Thierry Carole, qui est un bon animateur au Cameroun, très bon animateur au Cameroun. Pour moi, je pense que, comme je dis, les générations évoluent. Ça, je vais encore laisser dans ce contexte-là. Pourquoi? Parce que hier, les réalités et les besoins des personnes qui immigraient hier ne sont peut-être plus les mêmes, ne sont pas les mêmes aujourd'hui. Je m'explique. Quand moi j'ai immigré, moi je vais être sincère avec les gens qui immigrent, et je vais être sincère en lui disant, moi j'ai fait de la manufacture. Ça veut dire, quand je suis arrivé au Canada, j'ai eu la possibilité de faire de la manufacture. On soudait des portes. On passait des journées à souder des portes, des fenêtres, des poignées, des portes, des fenêtres. J'ai fait de la manufacture quand je suis arrivé. Parce qu'il fallait que je trouve un boulot pour commencer à gérer les factures, les problèmes, tout ce qui allait avec. C'était pas facile. Mais j'avais cette option, j'avais ces options, j'avais plusieurs options. C'est-à-dire, j'étais capable de travailler le matin, je vais dans notre boulot le soir, je rentre, et j'ai des sollicitations multiples. Donc, il y a tellement d'agences qui en veulent. J'ai fait de la soudure, comme je disais, des portes, fenêtres, tout. J'ai travaillé pour des compagnies qui font dans des concepts d'une compagnie de commerce, c'est quoi, c'est No Frills. Il y a des petits trucs non-name. Ah oui, c'est No Frills, ouais. Des petits trucs, on faisait des croquettes, des trucs, des poulets, des trucs, dans des chambres froides. J'ai travaillé dans ces genre de choses-là. Donc, je ne vais pas aujourd'hui parler. C'est pour ça que les gens, quand je comprends les réalités des gens et je leur parle de certaines choses, c'est parce que je maîtrise certaines choses. J'ai traversé des étapes de cette vie. J'ai côtoyé des gens qui étaient des médecins, des docteurs, des grands, avec qui on travaillait dans tout ce qu'on n'imaginait pas. Moi, quand je suis arrivé ici, j'avais pu glaner déjà une notoriété au Cameroun. Pour être capable de dire, je pensais que j'allais arriver, on allait dire, oh, on le remarque au Cameroun, c'est lui, il a créé toute une télé au Cameroun, il a bossé pour les... Oui, puis tu t'es rendu compte que ici, personne ne t'attendait. On ne veut même pas savoir. Tu dois régler tes problèmes. Donc, c'est fait que les réalités d'hier sont différentes. Hier, j'avais l'option d'avoir plusieurs petits boulots pour gérer pendant que je réfléchissais à développer ma carrière ou à réaliser mes rêves. J'avais des options. C'est qu'il n'y a pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas d'emploi. C'est compliqué. Je vous l'ai dit, c'est compliqué. C'est très compliqué. Moi, j'ai fait les frais de cette complication d'emploi. Ça, je peux vous l'assurer. J'ai fait les frais. Des mois et des mois à chercher un emploi alors que tu as de l'expérience canadienne. Ce n'était pas le cas avant. Ça, c'est une réalité qui est là. Le logement. Moi, quand je pars de shelter pour décider j'avais des options. Les colocations qu'on faisait à $500, vous êtes trois chambres, salon, chacun sa chambre. On a expérimenté ça. Je suis parti de la colocation pour aller dans un espace où j'avais un chambre-salon seul. C'est vrai, j'étais dégoûté par la colocation. Comme beaucoup de gens, il faut le dire aussi, c'est pas forcément par la simple. colocation parce que peut-être j'avais pas de chance. Parce que moi, j'ai eu un coloc qui, lui, il te disait carrément, il te salit, tout, il te dit, si ça t'énerve, que c'est sale, tu nettoies. Moi, ça ne me dérange pas que ce soit sale. Tu t'imagines, tu es dans un espace où tu t'assures que tout soit propre, il vient carrément te dire, mais frère, si ça t'énerve, tu nettoies. Moi, ça ne m'énerve pas. Comme c'est ça là, moi, ça m'arrange. Oui, puis c'était peut-être aussi une façon pour cette personne de te pousser vers la sortie. Exactement. Parce que moi, à la limite, si je veux pas te dire dégage, je vais faire en sorte de te rendre dingue et puis que la décision au final de partir, elle vienne de toi, pas de moi. Donc au final, tu prends ta décision, pourtant ça se passait bien. Ouais, mais gars, tu m'as rendu la vie enfer.
Ouais, mais moi, ça me dérangeait pas. Donc, bah, si t'es pas bien, bye. Ouais, c'est tout ça. Donc, c'est pour dire que ça va un peu dépasser. Donc, je peux dire, pour revenir à l'essentiel, le logement, hier n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, si quelqu'un trouve même une place au shelter, je dis bien, trouver une place au shelter, pas dans la location, mais au shelter, c'est un luxe. Trouver une place au shelter, c'est un luxe. On a pour information une nouvelle arrivante qui est décédée il y a quelques jours. À Mississauga, pourtant elle est arrivée à peine 2 jours qu'elle soit arrivée, je crois la veille, même 2-3 jours après son arrivée, parce qu'elle est allée dans un shelter, elle n'avait pas d'espace, elle a carrément pris froid, et parce qu'elle ne maîtrisait pas que le froid ici, ce n'est pas les températures qu'on a en Afrique. Ouais. Quand nous on dit qu'on a froid en Afrique, c'est quand on est dans les 25 degrés, et qu'on se dit, bon, on est en train de descendre à 19 degrés, 20 degrés, c'est là où on commence à trembler, on dit qu'on a froid, on met un pull vert. Mais ici, quand on dit qu'on a une température, on est à les moins, ça fait vraiment froid. Ça fait que c'est compliqué pour le corps et ça crée parfois des moments de tremblote profonde. Oui, puis aussi, il faut pas oublier que quand son corps il n'est pas habitué, on peut avoir des engelures, on peut avoir les extrémités qui refroidissent. Je me rappelle d'une fois où tu es venu à pied, que tu étais congelé et que tu as mis super longtemps à te réchauffer, alors qu'en vrai, il faisait pas si froid, enfin pas si froid. En vrai, les températures, c'était pas si froid, que j'ai vu quelqu'un d'autre après qui est arrivé et qui me dit, bah non, ça va. Et je dis, bah alors, je te jure que lui, il était congelé. Ouais, j'étais vraiment, je me rappelle très bien. Donc ça veut dire que ça varie, parce qu'il y a des gens qui sont pas habitués. Moi, personnellement, je ne supporte pas même 9 ans après. Non, je supporte pas la chaleur. Ah, tu ne supportes pas la chaleur? Non, je ne supporte pas la chaleur. Mais est-ce que tu t'es adapté au froid maintenant un peu plus, 9 ans après, ou c'est encore difficile? Non, je suis adapté. Je suis vraiment, et alors vraiment, parce que moi, je marche en t-shirt quand il fait froid. Donc ça veut dire que je suis tellement... En fait, le problème, c'est que comme je ne supporte pas la chaleur, j'ai développé maintenant une acceptation forcée et même brutale du froid. Ça fait que j'accepte tellement le froid que ça fait même peur à mes proches qui se demandent est-ce que je suis normal. Parce que moi, je vais souvent j'ai fait poster une vidéo où je nettoyais ma voiture en babouche. En pleine, il y a peut-être moins d'une semaine. Une semaine, on imagine les températures. Je nettoyais ma voiture, j'étais en babouche, en t-shirt simplement. Parce que je me sentais bien, parce qu'il faisait froid à mon niveau, c'était un froid tempéré, normal. Mais pour beaucoup de gens, c'était extrêmement. Oh my God! Donc ça veut dire, ça peut arriver. Et par exemple, le jour où je suis arrivé ici tout géré, je t'avais expliqué parce que j'avais marché sous le froid et j'avais pas prévu qu'il allait rester aussi, et puis de marcher peut-être autant aussi. Et de marcher autant parce que je me suis dit à un moment, je voulais marcher, j'ai dit, je vais prendre le streetcar. Mais le plus je restais, je disais, mais si le streetcar va venir dans 20 minutes, les mêmes 20 minutes là, je peux les faire pour arriver où je vais. Ça me fait du sport. Ouais, puis ça te fait marcher. On a moins froid quand on est en mouvement. Hein. Exactement, j'ai mis la tête, ça me fait du sport. Mais plus tu marches, et surtout que quand tu marches, la différence c'est que les gens ne savent pas, c'est que quand tu marches en downtown, c'est pas la même chose quand tu marches en dehors, espace ouvert. Pourquoi? Parce que quand tu marches à downtown, les immeubles condensent l'air dans des ouvertures. Ça veut dire il y a des courants d'air. Il y a des courants d'air entre deux immeubles. Quand ces courants d'air te frappent, et alors c'est vraiment glacé. Ouais. Par rapport à quand c'est dans un espace ouvert, ça passe, ça va, ça se mélange avec les arbres qui dégagent de l'énergie, tout ça. Mais quand tu es dans des endroits vraiment restreints, ça vient fort. Donc ça fait que j'avais tellement, et alors tellement froid, et ce jour j'étais vraiment gelé. Donc c'est pour dire, revenons au fait qu'on a une différence hier aujourd'hui. Sur le plan du logement, c'est différent. Sur le plan de l'emploi, c'est différent. Sur le plan de l'intégration aussi, ça va créer forcément une différence. Pourquoi? Des gens qui, hier, arrivaient et qui étaient pris en compte, parce qu'aujourd'hui, par exemple, on a une recrudescence, une multitude de personnes qui arrivent. Parfois, d'aucuns ne savent même pas qu'il y a des services qui existent. D'autres même le savent, mais se disent toujours, ah, j'en ai pas besoin pour l'instant, jusqu'au moment où ils sont vraiment en détresse. Je vais vous raconter une petite anecdote rapide. Des gens arrivent à mes bureaux, ils viennent me dire, on a besoin de remplir un document, une application d'immigration. Quand je leur dis, mais vous n'avez pas cherché à avoir un consultant ou un avocat, on dit, ouf, ils me demandent $3 000. Pourtant, le centre francophone le fait gratuitement. Non, mais parce qu'ils n'avaient pas l'info. Tu vois? Parce qu'en fait, il me dit quand il a chuchoté pour dire, c'est quoi ce prix-là? Il y a quelqu'un qui lui a dit, mais appelle le centre francophone, soumets ton besoin. On va te donner un agent qui va t'accompagner. Il va le faire avec toi, gratuitement. Tu vois? Beaucoup de gens économisent, gardent de l'argent, sauvent de l'argent, parce qu'ils ont l'information pour ce genre de choses. Et c'est constant. Ça se voit tous les gens. Je vis cela tout le temps.
Les gens qui sont allés chez les notaires, les avocats, on les a frappés, ça arrive. Et nous, on le fait avec toute la joie qui nous anime parce qu'on veut qu'ils comprennent que les francophones doivent être fiers d'être en Ontario et de se sentir chez eux, d'être accompagnés par des structures comme celle dans laquelle j'exerce. Donc c'est pour dire, l'intégration aujourd'hui va être un peu plus différente. Mais elle sera meilleure aujourd'hui qu'hier. Parce que hier, on n'avait pas beaucoup de structures, on n'avait pas beaucoup de moyens, parce que quand je suis arrivé, le centre n'avait pas beaucoup de services comme aujourd'hui. C'est vrai que maintenant, il y a pléthore. Hein. Il y a une multitude de services et une multitude de localisations. Parce on est situé partout. Bon, je ne vais pas parler du centre parce que ce n'est pas la raison d'être ici aujourd'hui. Quand ils auront des programmes, on va en reparler. Oui, clairement. Là, je parle de moi. Donc, c'est pour dire l'intégration dans sa globalité est différente aujourd'hui qu'elle ne l'était hier. Parce qu'aujourd'hui, il y a plus de structures. Vous n'imaginez pas le nombre d'organismes qui travaillent chaque jour pour veiller à ce que les francophones de l'Ontario aient un suivi, un accompagnement. Même les ACFO, beaucoup de ces structures-là travaillent pour que les francophones aient un suivi minutieux. Il y a des gens qui arrivent, ils affichent sur ACFO. Il y a qui appellent, on va leur dire, bah oui, vous voulez quel service? On vous réfère à tel organisme. Vous voulez quoi? On vous réfère à tel organisme parce qu'il y a tellement d'organismes qui travaillent à l'intérêt de la francophonie. Donc c'est une plus-value par rapport à hier. Donc, tu sais, Duvalier, quand on parle en français ici dans la rue, j'ai toujours l'impression qu'il y a deux réactions. Ah, tu viens de France? Ah, tu viens du Québec. Tu vois, on a l'impression que la francophonie dans la tête de plein de gens, et surtout des anglophones, ça se limite à ça. Et alors que c'est faux. Alors que la francophonie, elle est large. On peut être 50 personnes autour d'une table, tous parler français, mais rien dire. Les gens ne sauront pas dire qui parle français et qui ne parle pas parce que la francophonie, elle n'a pas un visage. Elle a 5000 visages différents. Parce qu'on vient tous d'un endroit différent. Il y a des métissages, il y a plein de trucs. Justement, est-ce que tu penses que le fait que la francophonie, elle soit de plus en plus mise en valeur ici, qu'on explique aussi d'où on vient, parce qu'on parle français, ça ne veut pas dire qu'on vient juste de France ou qu'on vient juste du Québec. Est-ce que tu penses que c'est important? Et est-ce que tu penses que ça peut peut-être mener à une baisse des discriminations et de lutter un petit peu contre ça et de lutter contre le « Ah, tu viens du Québec? Ah, tu viens de Paris ?» et le reste, ça n'existe pas en fait. Ok. On est dans la période du mois de l'histoire des Noirs. Ouais, qui se termine bientôt, mais ouais, c'est ça. Je dis, quand on a réalisé cette émission, ouais, nous sommes dans le mois de l'histoire des Noirs. Sois sincère. Tu penses sincèrement que moi, je vais parler français en route, on va me demander que je viens de France? Bah, okay, peut-être pas, mais okay, oui, pourquoi pas. Je vais dire, il y a d'abord ce facteur-là qui peut déjà justifier cet aspect de la chose. Tu veux dire par rapport à la couleur? Par rapport à la couleur. Parce que la couleur fait qu'on peut rapidement ramener à une situation. C'est un fait. On n'a pas choisi d'être qui nous sommes. Ouais, mais du coup, c'est discriminatoire complètement. Non, je veux dire, ce n'est pas discriminatoire dans le cadre où on n'a pas choisi d'être qui nous sommes. Ouais, mais il y a beaucoup de Noirs qui viennent de France. Non, on se comprend. On est d'accord sur la chose. On est d'accord pour cela. Mais je veux dire quoi? On ne va pas empêcher les gens d'avoir le stigma que quand on vient de France, quand on est de telle couleur, parce que je prends un cas. Moi, j'ai été par exemple à maintes fois, pour les gens qui ne connaissent pas, tagué de « Oh, tu es Jamaïcain, tu es Jamaïcain, tu es... » Pas parce qu'ils ont en train de dire que tu es mauvais ou tu es mal, mais c'est que en fait, des gens qui étaient ici, il y a des gens au Canada qui, lorsqu'ils voient une peau noire, pensent à la Jamaïque qu'à l'Afrique. Oui, mais regarde, par exemple, si tu es dans la rue et qu'ils t'entendent parler français, ils peuvent te dire « Ah, tu viens du Québec », parce qu'ils savent qu'au Québec, il y a des gens qui sont noirs et qui parlent le français. Bah moi, ça m'est déjà arrivé, par contre. Toi, oui. Non, moi, pas moi, non. Mais moi, de toute façon, je suis blanche. Moi, je viens d'Afrique comme toi, sauf que ça ne se voit pas sur ma tête. C'est pour ça que j'ai dit... Mais je veux juste te dire que ça m'est déjà arrivé d'être avec... Tu viens d'Afrique, n'est-ce pas? D'Afrique du Nord. Combien de fois est-ce qu'on t'a déjà rappelé que tu es africaine? Peut-être, je pense pas. Africaine, non, mais arabe, oui, parce qu'il y a des choses sur moi qui ça se voit. Oui, on peut voir dans l'aspect arabe. Tu es d'accord avec moi qu'on ne veut même pas se rendre compte que tu viens d'Afrique. Non, mais par contre, je terminais juste là. J'ai un ami, un de mes meilleurs amis à moi, est camerounais comme toi. Ça nous est déjà arrivé d'être dans la rue, de parler français ensemble. Et que lui noir, moi blanche, on nous demande si on vient pas du Québec. Même lui qui est noir, on lui dit pas, toi tu viens de Jamaïque. Parce qu'ils savent qu'au Québec, il y a des gens qui sont noirs. Mais... Parce qu'il y a d'abord vous deux. N'oubliez pas. Je veux qu'on contextualise. Tu ne peux pas marcher seul. Tu parles français, tu t'adresses à quelqu'un qui parle français, il te demande, mais attends, tu viens d'Afrique? Difficilement. On est d'accord? Bah moi oui, forcément, parce que je suis blanche. Ok. Ça veut dire que moi, qui suis noir, quand on va me voir parler français, si quelqu'un qui a la culture, je dis bien la culture qu'il y a des pays qui existent dans le continent qu'on appelle l'Afrique, il va me répondre, tu viens de quel pays en Afrique? Tu comprends? Parce qu'il va relier cela à la couleur de ma peau. Par contre, si c'est qu'on nous voit toi et moi,
on peut facilement prêter le flanc à l'Europe, au Québec. Parce qu'on se dit, il y a un brassage de culture. Et le brassage de culture ne se fait pas en Afrique forcément. Tu ne vas pas aller voir un gars qui vient du Congo ou du Mali avec une personne et dire, ces deux-là viennent d'Afrique. S'ils sont ensemble, on ne va pas savoir la teneur de leur relation. Si ces deux sont ensemble, soit ils ont voyagé, ça veut dire qu'ils sont allés quelque part où c'est civilisé, où c'est éduqué, c'est en France, ou ils sont allés au Québec, où c'est un peu un petit stigma. Peut-être on ne va pas entrer en profondeur, on ne va pas les juger, hein. Ils ne font pas de mal, ils ne font pas mal ou bien. C'est que parfois c'est des cultures. Des gens qui vont voir, il y a des gens ici au Canada, je te jure, sincèrement, qui ne savent même pas sur l'Afrique. Oui, qui pensent que l'Afrique c'est un pays. Qui pensent que l'Afrique c'est un pays. Et quand tu parles d'Afrique, comment tu dis, c'est près de Jamaïque, c'est près de ceci, parce que pour eux, ils n'ont pas connu ça. C'est pas dans leur spectre, ouais. Tu vois? Et tu ne vas pas en vouloir ces personnes-là. C'est quand tu vas expliquer en Afrique centrale, Afrique c'est où? C'est quoi l'Afrique? Pour avoir le centre de ça et tout, c'est quoi? Ça va prendre du temps pour que tu commences à ouvrir un débat, de sortir la carte de... Tu ne vas pas pouvoir les convaincre parce qu'ils vont être dans leur nuage. Mais aujourd'hui, la francophonie, elle est tellement vaste. Je dis par exemple, regarde par exemple, si on regarde les chiffres. Dans l'Europe, en matière de francophonie, on a la Belgique, on a la France. La Suisse. On a la Suisse. Mais le Luxembourg. Ils n'immigrent pas beaucoup. Le Luxembourg, la Suisse, ils n'immigrent pas beaucoup. Bah, ils ont des bonnes conditions fiscales. Voilà. Ils ont tellement des si bonnes conditions qu'ils n'immigrent pas beaucoup. Donc, alors qu'en Afrique, on a près d'une vingtaine, une trentaine d'États qui parlent français. Et qui immigrent tous les jours. Ça veut dire que forcément, quand tu regardes par exemple, tu regardes le taux d'immigration qu'on a en matière de francophonie, il y a beaucoup qui viennent de l'Afrique. Pas parce qu'on est en train de faire croire que l'Afrique est non. C'est des réalités contextuelles par rapport à leur environnement. Et puis c'est démographique aussi. C'est démographique. Parce qu'on va dire la Belgique c'est tout petit comme pays, même si admettons il y a 10% tous les ans qui viennent, et ben 10% de pas beaucoup, ça reste pas beaucoup, alors qu'un grand pays, je sais pas, on va dire le Gabon, c'est... Non, le Gabon c'est un petit pays. Ouais, non, mais comparativement à la Belgique, je veux dire... Le Mali ou le Bénin, oui. Ouais, c'est pas ça que je voulais dire, mais vas-y, je te laisse continuer. Non, je te laisse. Parce que j'aime mes amis gabonais. Oui, non, mais c'est pas ça, tu m'as coupé, mais c'est pas ça que je voulais dire. Je veux dire, la Belgique c'est un petit pays. Si tu prends 10% de ce petit pays-là, ça va te faire un petit pourcent. Le Gabon, merci, je connais ma géographie, c'est un petit pays également, d'où le fait que je le compare à la Belgique. Ça va être 10%, mais ça va peut-être un 10% de plus de gens qu'il n'y a en Belgique. Donc ça va ramener plus de gens. Un grand pays, par exemple comme l'Algérie, qui est quand même un des plus grands pays d'Afrique, que je représente au passage, je suis très contente, il n'y aura peut-être pas ces 10%-là, mais que si on prenait 10% d'Algériens, ça ferait plus. C'est ça que je veux dire. Oui. C'est de la démographie en fait. C'est pas juste la taille des pays, c'est ça que je voulais dire. Naturellement, même si on prend 5% de l'Algérie, si l'Algérie a 3 fois la population de la Belgique, son 5% forcément va être plus de 10% de la Belgique, naturellement. Donc, ça fait qu'on va se retrouver avec beaucoup d'immigrants qui viennent de ce continent pour ce pays. Mais les personnes qui vont vous ramener en matière de francophonie à l'Europe ou au Québec, parfois c'est des gens qui n'ont pas la connaissance de l'existence même de l'Afrique ou de la portée de l'Afrique en matière d'immigration francophone. Mais pour une personne qui est éduquée en matière d'immigration francophone, naturellement, le doute vient même du fait qu'on se demande d'où en Afrique venez-vous, parce que même ceux qui viennent de France, dans une majeure partie des cas, ont été en transit en France parce que originaires naturellement de certains pays africains. C'est comme tu disais tout à l'heure que il y a des Noirs en France, oui, mais beaucoup sont nés soit en Afrique, et on grandit en France, beaucoup sont nés de parents africains, mais en France, étant noirs, donc ça leur confère cela, mais ils ont toujours... C'est comme au Canada, moi, ce que j'ai appris au Canada, et je le dis toujours à des gens que je rencontre, c'est qu'il ne faut jamais avoir peur de poser des questions aux gens que vous rencontrez sur leur origine. C'est un pays de diversité. Et puis c'est pas raciste de poser des questions, c'est justement se renseigner pour éviter les amalgames bizarres après. Et c'est important même, parce que ça ramène même la personne à se rendre à l'évidence que nous sommes dans un contexte global d'immigration. La preuve, la plupart des gens, si vous faites le constat, je dis avec sincérité, en dehors des Premières Nations, des Inuits, tout cela, tous ceux qui sont au Canada, la majeure partie sont des immigrants. Ah bah tous, voilà. Sauf si tu es Première Nation autochtone, tu n'es pas chez toi. Tu n'es pas chez toi. Donc tout le monde. Ça veut dire que dans beaucoup de cas, vous allez voir quelqu'un qui vous allez dire, oh, il est pur, on a la tête d'un pur sang québécois, ou un pur sang torontois. Mais dès que tu vas lui dire, where are you originally from? Il va te dire, je suis de Toronto, mais mon père est de l'Irlande. Ouais, ou d'Angleterre, ou d'Italie. Mon père était un Belge, mon père était un tel. Tu sens qu'il reconnaît sa souche.
Et que tu vas voir que ça va créer une meilleure affinité avec toi. Tu vas te sentir plus en confiance et savoir que, en fait, je ne suis pas stigmatisé. Je n'ai pas peur de qui je suis. Parce qu'en face, lui aussi, il a ses origines, il a ses problèmes. Ils viennent quelque part. Donc, je me sens mieux. Je l'embrasse facilement, sans avoir peur. Pourtant, si tu étais dans un endroit où il te dit que je suis pur d'ici, là, dans ce que tu dégages, tu vas te sentir like, s'il ne m'accepte pas, comment je fais? Il peut me chasser. Alors qu'ici, personne ne va te chasser d'ici, parce que tu es chez personne, personne n'est chez personne. Non. Tout le monde est quelque part où on les a accueillis, on les a tous accueillis. Les Premières Nations et tous les autochtones nous ont accueillis, donc on est tous quelque part. C'est ça qui fait la force de notre belle immigration. C'est un élément de force pour l'immigration canadienne. Duvalier, on va passer à la deuxième partie de cette entrevue. Ça va être plus comme un quiz. Donc, il faut que tu me répondes de façon plus spontanée possible. Je vais te donner un truc et tu vas me donner ta réponse. Première question. Quel est l'acteur ou l'actrice la plus connue au Cameroun? L'acteur, l'actrice la plus connue au Cameroun, je commencerai par... C'est une personne. Un acteur. Un acteur ou une actrice, ça dépend des pays en fait. Donc, je préfère dire les deux à chaque fois. Je dirais Ebenezer Kepombia, Mitumba, un acteur de film. Okay. Et un producteur de séries et de cinéma, donc de séries et de films et de feuilletons. Ok. Actuellement parce qu'il est une personne, un poids lourd qui a fait ses armes dans le cinéma depuis beaucoup d'années. Donc pour moi, je pense et j'estime qu'il est l'artiste, acteur le plus populaire, le plus connu. Et avec toute sa maturité, son sens du professionnalisme, quelqu'un de très apprécié. Ok, si on parle musique maintenant. Chanteur ou chanteuse la plus connue au Cameroun, ce serait qui selon toi? Ah, chanteuse la plus connue au Cameroun, à qui je penserais rapidement là. Toi qui es branché musique en plus. Maintenant, c'est là le dilemme parce que je sais plus. Tu sais que la jeune génération, tellement ils se. Non, la plus connue, tu vois. Moi, si tu me posais la même question, pour la France, je dirais Johnny Hallyday à l'ancienne. Petit pays. Petit pays? Oui. Ok. Film culte. Le film culte au Cameroun, quel est le meilleur film que les gens suivent beaucoup? Bon, il y a des films, des films de l'époque, notamment Japhet et Ginette, je dirais Japhet et Ginette, ou Tazbi. Ok. Ouais, Tazbi. Quel est le plat le plus typique au Cameroun et décris-le-nous un petit peu, ouvre-nous l'appétit. Bon, en matière de plat, il y a un souci là-bas. C'est que les plats peuvent varier par zone, par région et tout. Parce que il y a des tribus, il y a des parties qui adoptent certains plats et pas les autres. Ça veut dire, si je dois choisir un plat, si je te dis le héros, beaucoup de gens de la partie sud-ouest, nord-ouest, ouest, tous vont se retrouver dans l'élément. Parce que ce sont des feuilles qu'on fait avec beaucoup, soit parfois avec de l'huile rouge, avec beaucoup de petits ingrédients. On met beaucoup de viande, des peaux, la peau, les geysers, les intérieurs de viande, la chair, tout ce qui accompagne le poisson fumé, le poisson, tout on mélange pour que ce soit plus consistant. Et on mange avec des pâtes soit de la semoule ou avec le tapioca, qui est le manioc écrasé. Ça c'est beaucoup plus pour les gens de la partie sud-ouest, nord-ouest, un peu de l'ouest. Maintenant, à l'ouest particulièrement, il y a ce qu'on appelle la sauce jaune. Le taro et la sauce jaune. C'est quoi ça? Un mets exceptionnel qui vient de l'ouest du Cameroun et qui est mangé partout au Cameroun parce que c'est délicieux. C'est un mets qu'on mange avec le doigt, beaucoup plus. C'est une pâte un peu comme du macabo, version très molle, qu'on râpe, on écrase et qu'on fait un peu comme de la semoule, mais vraiment du macabo. Et à côté de ça, on fait de la sauce jaune avec de l'huile rouge, soit parfois avec des noix de palmiste qu'on mélange avec un peu d'eau et quelques ingrédients que seuls les mamans ont les secrets. Ça vous donne une sauce jaune qui est prisée de je sais pas tout. Maintenant, on a dans la partie du centre plusieurs mets, notamment le coq. Le coq, qui est par exemple la version héros du sud-ouest. Dans les gens du sud-ouest, ont le même aliment, c'est la même composition, c'est-à-dire c'est le même élément fondamental, notamment les feuilles. Mais dans le centre, on le fait de manière différente pour ces personnes. Pour là-bas, maintenant, dans le septentrion, au nord du Cameroun, il y a les feuilles de baobab qu'on fait avec c'est la sauce baobab et tout. On les met divers. Ok, et si je te disais la boisson la plus populaire au Cameroun, ce serait quoi? C'est que, en fait, j'ai voulu dire la Kaji est le champagne du pays. Bon, populaire, je dirais la Kaji bière. C'est quoi ça? C'est une bière qui a été conçue et fabriquée par un Camerounais d'origine, ce qui est différent des boissons provenant des compagnies, des multinationales qui sont au Cameroun. Parce qu'il y a des multinationales qui ont des boissons à elles,
Et parmi ces boissons, il y a des boissons importées, tout ça, il y a beaucoup de différents goûts. Mais maintenant, il y a à côté une structure camerounaise d'origine qui appartient à Camerounais, qui fait des boissons, dans les jus et les bières. Dans la matière de jus, c'est les spéciales pamplemousse UCB, c'est excellent. Les bières, c'est la Catch bière, c'est exceptionnel et c'est consommé par beaucoup, et alors beaucoup de personnes, parce que ça a une saveur exceptionnelle, c'est comme du champagne. Ok. Et si je te dis, Duvalier, ça y est, moi j'ai pris mon billet d'avion, je pars au Cameroun. J'ai pas envie de passer à côté de mon voyage. Dis-moi l'endroit le plus stylé, touristique, magique à voir, et ce serait pourquoi, et pourquoi cet endroit exactement? Bon, puisque je sais que si tu pars du Canada, tu as déjà beaucoup vu les bordures d'eau, donc je ne vais pas t'envoyer à Kribi, encore moins à Limbe. Sauf si tu insistes avec la chaleur qu'il y a au Cameroun, je peux te dire, ok, fais-y un tour pour voir la beauté des plages et tout, et apprécier. Mais maintenant, je te dirais parfois d'aller dans les chutes du Bouba-Djida ou encore d'aller dans le Septentrion, parce que pour aller au parc de Ouaza, dans le Septentrion, pour voir les animaux que tu ne vois pas souvent. On a des grands parcs dans le nord du Cameroun. On a des espaces à visiter dans le sud du Cameroun. On a des chutes et tout. On a des espaces peut-être dans le sud-ouest, et notamment le mont Cameroun. On a beaucoup de bels espaces, de bels endroits au Cameroun à visiter. Ok, donc il faudra me faire une petite liste. Une expression typique du Cameroun, que si tu l'entends dans la rue, tu vas te retourner et tu vas dire, waouh, c'est sûr que cette personne elle vient du Cameroun. Ce serait quoi? Ça, c'est italien, ça marche pas avec le Cameroun. Hein? T'as dit Mamma Mia, j'ai dit ça marche pas. Non, c'est que je recherche en fait le Jacques. Il y a le mot mbom. Mbom. Ça veut dire quoi ça? Mbom, ça veut dire que gare. Gare à toi, genre? Non, gare. Gare, ok, ouais. Quand on dit mbom, ça veut dire que gare. Donc on met l'émotion dedans. On peut dire qu'on t'interpelle, c'est une interpellation de mbom. Donc on peut dire, gars, c'est quoi? Donc on s'exclame, mais c'est tellement fort. Quand tu entends quelqu'un boum, ça veut dire c'est camé, ça c'est camé. Maintenant, il y a beaucoup d'autres expressions qui sont liées à chaque style de langage au Cameroun. Ok, si je te dis, ce serait quoi le stéréotype, le cliché sur les gens du Cameroun? Alors à chaque fois, je spécifie ma question. Moi, je viens de Paris. Les Parisiens, nous, on a l'étiquette de, on est des gens qui charrient beaucoup. On va beaucoup charrier les gens. Et on est plus ou moins toujours de mauvaise humeur, parce qu'on n'a pas le temps. Paris, c'est stressant. Du coup, si toi, tu devais dire ça pour les gens du Cameroun, le Cameroun de manière générale, ce serait quoi les stéréotypes, les clichés? Bon, on dit ça jusqu'à la caméra. C'est sûr, c'est sûr. Parce qu'il faut que moi dise ça en regardant la caméra pour que les gens m'accompagnent. T'occupes pas de la caméra. Bon, le stéréotype du Cameroun, c'est la corruption mal. La corruption? Aïe. Hey! Maman, chez nous, c'est grave. C'est grave. En fait, c'est trop. Ah ouais, ça arrive à ce point-là où c'est énorme. Non, c'est trop. C'est exagéré. Ok, donc la corruption. Ok. Oui, c'est trop. On sait que chez nous, on connaît que chez nous, non. Tout le monde est con. Chez nous, on sait que c'est ça. Il y a la corruption et les relations. Ok. Donc, quand quelqu'un te corrompt par là, non, il te sort sa relation. Non, si quelqu'un, tu as un problème avec quelqu'un, à défaut de te corrompre, il te montre quelqu'un qui te dépasse. Pour t'affaiblir. Donc, il a une relation qui te dépasse pour t'affaiblir ou te menacer, te torturer. Donc, il y a des affaires de réseau, relations. Donc, quand quelqu'un, tu as un problème avec quelqu'un, il te dit, ok, si toi tu es procureur, on va te chercher quelqu'un qui est au-dessus de toi pour venir te donner des instructions. Si toi tu es simple gérant, on va te trouver ton patron. Il y a toujours quelqu'un au-dessus de quelqu'un, qui a quelqu'un qui est au-dessus de quelqu'un, qui va envoyer quelqu'un au-dessus de l'autre quelqu'un. Ouais, la pression, quoi. Ah oui. Ok. Il y a combien d'heures de vol entre Toronto et le Cameroun? Est-ce que c'est des vols directs ou est-ce qu'il faut transiter par quelque part? Et si c'est quelque part, c'est où? Il faut transiter par plusieurs endroits. Soit par Paris, soit par Francfort, soit par Bruxelles, soit par Istanbul, soit par Addis Ababa. Ok. Et il y a combien d'heures de décalage entre le Cameroun et le Canada, ici à Toronto? 6 heures et parfois 5 heures, dépendamment du temps qu'on a. C'est quoi la capitale du Cameroun? Capitale politique, Yaoundé. Économique, voilà. Ok. Il y a combien de dialectes différents au Cameroun? Plus de 200. Est-ce que tu les connais? Est-ce que c'est des choses qui s'apprennent à l'école? Pas à l'école, mais dans certaines cultures, peut-être. Mais bon, moi, j'ai la chance que je suis né dans le Nord, donc je parle la langue du Nord, parce que le Nord a la chance d'avoir une langue qui est parlée dans les 3 provinces. Et c'est quoi cette langue, du coup? Le Fulbe. Ok. Le Fulbe est parlé dans les 3 provinces, bien que dans les 3 provinces, toutes les ethnies ont leur langue. Ça veut dire que les ethnies ont leur langue,
Mais ils ont réussi à avoir une langue pour que toutes les 3 régions parlent. Puis se comprennent entre eux, Oui, ouais. le Fulbe. Maintenant, il y a beaucoup de traditions, les Giziga, les Mundans, les Tupuri, tout ça. Chacun parle sa langue en privé, mais quand il faut parler, on se comprend. Les 3 régions uniquement. Maintenant, moi, je suis originaire de l'Ouest. Donc, du côté de l'Ouest, je parle la langue des parents. Donc, je parle la langue des parents du côté de l'Ouest. Et j'ai grandi dans le centre du Cameroun. Là-bas, je parle pas beaucoup. Je parle pas. Je peux un peu, non, mais je parle pas. Et j'ai également vécu dans le littoral, où j'ai travaillé pendant des années, plus d'une dizaine d'années. Donc, mais je parle pas, j'écoute pas. Mais il y a beaucoup de langues. C'est quoi l'habit traditionnel au Cameroun et ça ressemble à quoi comme habit? Ça varie. Il y a le ndop pour la partie du... C'est quoi le ndop? Parce que nous on connaît pas. C'est comme un tissu aux couleurs bleu-blanc. Ça, c'est beaucoup plus pour l'ouest du Cameroun. Et la partie du sud-ouest, nord-ouest, on a beaucoup plus un autre style de ndop. Bon, c'est toujours appelé ndop, mais c'est un autre style, c'est des couleurs jaune-rouge. Aux couleurs jaune-rouge, mais à l'autre côté, c'est bleu-blanc. Maintenant, dans le septentrion, on a des boubous, des gants, qui sont des vêtements traditionnels. Là-bas, ce sont vraiment des gants traditionnels, c'est-à-dire des boubous simplement brodés à l'avant et qu'on peut soulever facilement et les porter. Et est-ce qu'il y a des danses? Dans le centre, c'est beaucoup plus les cultures traditionnelles avec beaucoup de feuilles, des cultures vraiment typiquement forestières. Et est-ce qu'il y a des danses spécifiques, des danses traditionnelles un petit peu au Cameroun justement? Oui, bien sûr, il y a plusieurs danses. Et c'est pour ça qu'il y a des danses, tellement de danses même, parce que chaque zone a sa danse, chaque ville a chaque village a sa danse, chaque ethnie a sa danse. Donc si on a plus de 200 ethnies, imaginez qu'on peut avoir plus de 200 Est-ce que tu peux nous donner des noms un peu comme ça? Parce que s'il y en a plus de 200, t'en as peut-être au moins 2-3 en tête? Bon, parce qu'en fait, rien que dans le septentrion où moi je suis né, j'ai grandi, il y a plusieurs danses par exemple, tu vois. Mais genre quoi, c'est quoi les noms, histoire que les gens puissent se transporter un petit peu ou faire leur recherche? Il y a la danse de Tupuri, il y a la danse des Tupuri qui danse avec du matériel tout le temps, comme ça, c'est la danse des Tupuri. On a, à l'ouest, on a bon, c'est vrai que je cherche les expressions, les appellations en langue, mais c'est complexe parce qu'il y a le bensikin, qui est une danse qu'on danse avec, en se courbant un tout petit peu, le bensikin qui est à l'ouest. On a, dans le centre, on a des danses, il y a des danses dans le centre qui sont dansées avec beaucoup de traditions. C'est un peu complexe, peut-être de nom, je ne peux pas tous les avoir, mais je pense que j'ai quand même quelques notions en termes, je sais qu'il y a plusieurs danses. Okay. Et beaucoup ont des noms spécifiques que je ne peux pas forcément me rappeler. C'est quoi le nom de l'hymne national du Cameroun? Alors, je ne vais pas te demander de chanter, après, si tu veux pousser la chansonnette, libre à toi. Mais c'est quoi l'hymne national, le nom, et principalement de quoi ça parle exactement, Duvalier? L'hymne national du Cameroun, c'est au Cameroun. Et ça parle de l'histoire des anciens qui ont versé leur sang pour la construction et le développement du Cameroun. Ça parle de ces martyrs, de cette fierté d'appartenir au vert ou jaune floqué d'une étoile. Et ça demande de se lever, d'être toujours debout pour la nation. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, il faut être toujours prêt à servir la nation. Et justement, le drapeau du Cameroun, il ressemble à quoi? Est-ce que tu peux le décrire pour les auditeurs de Choc FM? Vert, rouge, jaune. Dans quel vert, rouge, mais comment ils sont placés? Est-ce que c'est droite à gauche? Est-ce que c'est haut en bas? Si je suis face au drapeau, ouais. De gauche à droite, on a le vert, le rouge au milieu et le jaune à droite, avec une étoile en or au milieu. Et est-ce que tu sais ce que ça veut dire, ces couleurs, l'étoile, tout ça? Le vert représente la forêt, le rouge le sang des martyrs, le jaune la savane que nous avons au Cameroun, parce qu'on a forêt équatoriale, on a les martyrs qui sont morts pour le Cameroun, tous ces martyrs et tout. On a la savane également au Cameroun, avec dans le septembre, tout ça, on a une belle savane. Et l'étoile au milieu symbolise l'unification. Parce qu'on a été longtemps divisé, on a commencé par avoir 2 étoiles sur la bande verte en haut. Maintenant, avec l'unification, on a décidé, on est revenu à une étoile au centre. Et c'est quand ce changement qu'il a été apporté du coup? On a vécu plusieurs étapes, et c'est en 1971, si j'ai bonne mémoire, qu'on a eu l'unification du Cameroun. Et on a eu l'indépendance le 1er janvier 1960. Et c'est là où du coup le drapeau a changé et que du coup l'étoile elle s'est placée au milieu? En ce moment, on a changé pour avoir une étoile. Et ensuite, on a proclamé l'indépendance en 1960.
Ok, bah, je pense que les gens ils ont appris plein de choses. Duvalier, si je te donnais 2-3 petits mots à dire, que ce soit à la communauté camerounaise ici à Toronto, à la communauté francophone de manière générale, ou alors aux auditeurs de Choc FM 105.1, tu dirais quoi? Restez maintenant sur Choc FM, on se reparle d'ici à là, je vous attends. Et soyez fiers d'appartenir à cette belle et magnifique communauté francophone dans le Grand Toronto. Eh bien, merci beaucoup Duvalier. C'était donc Nathalie Salmeron dans ce nouvel épisode de Racine Franco, un projet qui, je vous rappelle, est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Merci beaucoup Duvalier, à bientôt. Merci. Vous écoutiez Racine Franco sur Choc FM 105.1. Pour retrouver l'ensemble des épisodes en réécoute à la demande, rendez-vous sur chocfm.ca ou en vidéo sur YouTube.